Et salut, c'est Fred. Aujourd'hui, nouveau débrief, et qui dit débrief dit aussi Théo. Bonsoir. Débrief sur Batman versus Superman, l'aube de la justice, film qui fait couler beaucoup d'encre, et on n'est pas forcément d'accord avec cet acharnement critique qu'il y a sur ce film. On va en revenir plus tard, on va vous expliquer pourquoi. En attendant, comme Théo a beaucoup de choses à dire, je vais rapidement introduire ce début de vidéo en présentant le casting. Donc à la réalisation, on a Zack Snyder. Dans le rôle de Batman, Bruce Wayne, on a Ben Affleck. Dans le rôle de Superman, Clark Kent, Henry Cavill. La copine de Clark Kent, Lois, qui est jouée par Amy Adams. Le méchant du film, Lex Luthor, joué par Jesse Eisenberg. Et pour le reste de tous les personnages secondaires, on a Lawrence Fishburne, Jeremy Irons, Gal Gadot, Holly Hunter, Diane Lane, Scott McNairy. Et au niveau de l'histoire, comme son nom l'indique, c'est l'affrontement de Batman contre Superman, mais plutôt l'affrontement de leur idéologie au niveau de la justice. Et cet affrontement va finir par un affrontement physique, tout simplement. Et cette réalisation de Zack Snyder, eh ben, en bave pas mal au niveau des critiques, parce qu'il se fait vraiment victimiser par l'essentiel des critiques, quasiment. J'ai pas vu une seule critique positive du film pour l'instant. C'est vrai qu'elles sont rares et effectivement, moi aussi, ça me surprend parce que quand même, je crois que ça va être la première fois de ma vie que je vais défendre un film de Zack Snyder. Donc voilà, attention. Deuxième fois de ta vie, parce que tu as adoré Watchmen. Ouais, effectivement, Watchmen, c'est un film que j'adore. Voilà, c'est un petit peu l'exception dans la filmographie de Snyder. Et peut-être que maintenant, ce sera plus la seule, hein. Et moi, contrairement à toi, ben, j'aime pas mal les réalisations de Zack Snyder. Et ce Batman vs Superman en fait partie. Donc on va donner notre avis rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que je vous recommande d'aller le voir au cinéma? Bien sûr, allez-y, tête baissée, croyez-moi, ce film est assez très sympa. Je passe un bon moment. Moment qui dure assez longtemps, quand même, 2 heures et demie, et pourtant c'est passé rapidement. Et moi de mon côté, ben, je vais aller également dans ton sens, c'est-à-dire que effectivement, c'est un film qui est allé voir au cinéma, et c'est un film qui n'est clairement pas aussi mauvais que tous les retours qui en sont faits. Et même si c'est pas un film parfait, même s'il a quelques problèmes qu'on va évoquer, de façon générale, je trouvais que c'était quand même un bon film et je suis vraiment surpris par ces critiques qui sont vraiment acerbes. C'est les mêmes critiques qui encensaient Captain America 2, le soldat de l'hiver, qui était pour moi une daube infâme et qui là vraiment s'attaque à ce film. Des fois je comprends pas, il y a des problèmes dans la matrice. Et avant de continuer dans la vidéo, je voulais vous prévenir qu'on va spoiler, cette fois-ci, pour une fois qu'on spoil, ce film. Donc si vous ne l'avez pas vu, arrêtez la vidéo maintenant et revenez la voir une fois que vous aurez vu le film. Mais il va y avoir du spoil. Petit retour rapide sur la filmographie de Snyder et sur Man of Steel qui a un lien direct avec Batman versus Superman. Je te laisse la parole, Théo. Ouais, ouais, ben moi, comme je l'ai dit juste avant, Snyder, c'est vraiment pas un réalisateur que j'aime bien. Malgré le fait qu'en fait, il aborde des thèmes qui m'intéressent beaucoup, mais je trouve qu'il les aborde. J'aime pas comment il les traite en fait. C'est jamais fin, voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve il est assez maladroit avec ses thèmes, alors que justement, ces trucs sont plutôt intéressants. Et au niveau de sa réalisation, c'est qu'en fait, elle est assez frustrante parce que je trouve que c'est un réalisateur qui a un gros potentiel, mais qui a des espèces de gimmicks de réalisation qui sont surutilisé ou mal utilisé. Donc ben voilà, j'ai jamais vraiment accroché à ces films, si ce n'est l'exception Watchmen, qui est effectivement un film que j'adore. Malgré qu'en effectivement, on retrouve encore des gimmicks de réalisation qui surutilisent, mais pour moi, les autres qualités du film font que c'est un film que j'adore vraiment, Watchmen, tiré d'un comics qui est lui aussi un putain de chef-d'œuvre. Ouais, et contrairement à toi, ben moi Snyder c'est un mec, enfin ouais c'est un type, un réalisateur que j'affectionne pas mal. J'aime ces gimmicks qui te dérangent tant, moi je les aime bien. Tu n'aimes pas du tout 300, je sais. Moi 300 c'était un film que j'avais trouvé très sympa. C'était assez novateur dans l'aspect visuel et dans la réalisation. Ça m'avait plu. Et Watchmen c'est un film que je trouve assez sympa d'ailleurs et que j'ai envie de revoir depuis un certain temps. Et ce Batman m'a donné envie d'aller le revoir assez rapidement. Et comme tu le disais, donc il y a un lien entre Batman versus Superman et Man of Steel, parce que tout simplement, bah, Man of Steel, c'est le film qui se passe juste avant, en fait. C'est le film fondateur du DC Cinematic Universe, dont fait partie également Batman vs Superman, et dont vont faire partie un bon paquet de films, parce qu'ils vont nous abreuver de films de DC Comics dans les années à venir. Je crois qu'il y en a deux par an qui sont prévus jusqu'en 2020 et des brouettes. Donc voilà, Man of Steel, moi je l'ai revu juste avant d'aller voir Batman vs Superman. Faut savoir que je l'avais vu à sa sortie au ciné, que j'avais vraiment détesté. Et quand je l'ai revu, j'ai été un petit peu plus coulant parce que il y a quand même des choses que je trouve très intéressantes dans le film, et notamment au niveau de l'écriture, avec pas mal d'idées qui sont vraiment très intéressantes.
C'est simple, notamment je pense grâce au travail de Christopher Nolan, qui est au scénario, et qui réussit à faire de Superman un personnage intéressant, alors que dans les faits c'est quand même un personnage qui est très lisse, et justement pas du tout intéressant de façon générale. Mais là justement il arrive à en faire quelque chose qui parvient à nous capter notre attention, et donc du coup je trouvais que déjà c'était un gros point fort pour le film. Mais malheureusement il y a aussi pas mal de points faibles sur Man of Steel. Et ces points faibles, c'est malheureusement Zack Snyder. C'est sa réalisation qui est vraiment très mauvaise, parce qu'en fait, c'est pas une réalisation de Zack Snyder, c'est une réalisation, un mix entre J.J. Abrams et Paul Greengrass. Voilà, c'est Zack Snyder qui se renie complètement. Alors même si j'aime pas forcément le style de Zack Snyder, comme je l'ai dit, je trouve encore pire que le fait qu'un réalisateur qui a un style, mais justement, essaie de s'effacer pour copier d'autres réalisateurs, et c'est un peu ce qu'il a fait sur Man of Steel. Du coup, ça m'avait particulièrement énervé. Bon voilà, il y a pas mal de problèmes au niveau du scénario, c'est un film qui peut raconter trop de choses en finalement trop peu de temps, donc c'était un brouillon en fait Man of Steel, mais il y avait quelques idées intéressantes dans le fond. Ouais, Zack Snyder qui avait abandonné un petit peu son style dans Man of Steel et qui là s'est retrouvé, j'ai envie de dire. Parce qu'on a vraiment du Zack Snyder dans ce film. L'élément fondamental qui donne une touche très particulière à tout le film de Snyder, c'est la photo. Et là, à nouveau, la photo, pour moi, est magnifique. Ouais, Snyder, s'il y a un truc que je dois reconnaître, c'est qu'effectivement, tous ces films ont une photo qui est vraiment très soignée, et encore une fois, on retrouve ici vraiment quelque chose de joli, et quelque chose qui est juste 25 fois mieux que n'importe quel film Marvel, qui sont des films, plaisir à regarder, mais qui sont, Lisse. qui sont visuellement surtout des horreurs visuelles. Au niveau de la photo, c'est numérique à mort, ça fait faux, et là, pour une fois, il y a un vrai style, il y a une vraie empreinte dans la photographie, quoi. Là, on retrouve un côté assez... qu'on avait dans les Batman de Nolan, avec un côté qui fait assez comics. Il y a la photo, vraiment, on dirait qu'on lit un comics. Les scènes d'action de Snyder aussi ont une empreinte assez particulière. Et dans ce film, honnêtement, les trois quarts des scènes d'action sont très bien. Certaines sont un peu cutées, mais c'est encore compréhensible. Et on a bien sûr une autre plan séquence si hype en ce moment. Il faut un plan séquence à chaque film, on l'a eu. Et il était plutôt sympa d'ailleurs. Et sinon, le reste des scènes d'action, moi j'ai pris mon pied. Ouais, comme tu dis, c'est plutôt pas mal du tout. J'ai quelques petits reproches à faire, mais de façon générale, en fait, c'est quand même mieux que sur Man of Steel, ou avec notamment des scènes d'action de la part de Russell Crowe qui étaient hilarantes, parce qu'on aurait dit Liam Neeson dans Taken, hein, c'était surcoupé, on comprenait rien à ce qui se passait, c'était à vomir. Mais là, ça va beaucoup mieux, effectivement, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai un petit reproche à faire sur les scènes d'action de Zack Snyder, quand même, c'est que le bonhomme, en fait, il présente jamais, en fait, l'environnement dans lequel se passe la scène d'action, en fait. Du coup, pendant la première partie de celle-ci, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est un peu confus, on sait pas où est notre personnage, ce qu'il a autour de lui, et on comprend pas grand-chose. Il faut, en fait, attendre plusieurs actions pour vraiment arriver à cerner ce qu'il y a autour de lui, et avoir une vraie lecture de ce qui se passe, quoi. Et c'est vraiment dommage, puisque pendant quelques secondes, on est là, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc, où est-ce qu'il est allé chercher ses caisses, enfin voilà, c'est dommage. Ouais, c'est vrai qu'il y a un problème de spatialisation, j'ai envie de dire, mais c'est quand même assez léger et fou. C'est un peu pointilleux là sur les bords, mais bon, je te comprends, je te comprends. Si on devait tirer un gros point noir du film au niveau de la réalisation, c'est la course-poursuite avec la Batmobile, qui est, on va pas se cacher, on va pas se mentir, littéralement affreuse. Et moi, le principal reproche que j'ai, c'est qu'elle est absolument, elle est tout en CGI quasiment, c'est un peu dommage. Oui, oui, il y a beaucoup de plans qui sont en CGI, c'est assez dommage. Mais franchement, non, elle est affreuse parce qu'on déjà elle est difficilement compréhensible, on voit pas grand-chose, les CGI sont pas terribles. Il y a juste la fin qui est sympa parce qu'il y a une jolie photo quand il y a un Superman qui arrive, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a une jolie photo, un joli plan. Et le fait que la Batmobile soit complètement en CGI, ça fait que il y a des plans où en fait le véhicule a une espèce de physique ultra bizarre, enfin très artificielle en fait qu'on retrouve dans ces plans numériques là où le designer qui fait son truc sur l'ordinateur, il n'arrive pas à bien rendre en fait le mouvement que doit avoir normalement un véhicule, quoi. Oui, parce que traditionnellement, les Batmobiles sont assez lourdes, difficiles à bouger, à déplacer. Et là, elle nous fait des virages de temps en temps, c'est un peu what the fuck, on dirait les mini, quoi. Et puisqu'on en est à parler des CGI, l'ensemble des CGI sur le film sont, par contre, très réussis. Ouais, effectivement, plutôt des très bons CGI. Moi, il y en a deux trois peut-être qui dans le film piquent un peu les yeux, mais en même temps, il y en a tellement des CGI que c'est normal qu'il y en ait quelques-uns qui ressortent un petit peu dans l'eau, mais de façon globale, c'est quand même très réussi.
Après, je suis pas sûr que ça vieillisse forcément très très bien, puisque c'est vraiment, ils ont pris le chemin du quasi tout numérique. Du coup, peut-être qu'il prendra un petit coup de vieux ce film dans quelques années, mais pour l'instant, c'est vraiment plutôt beau, quoi. Mais après, ils peuvent être beaux, les CGI, hein, parce que le budget du film est d'environ 250 millions. Ouais, effectivement, c'est un minimum. Mais c'est un minimum qu'il y a quand même certains films à très gros budget qui respectent pas toujours. D'ailleurs, petit reproche que j'ai peut-être à faire sur les CGI quand même, c'est le fait que Batman, lorsqu'il est dans son armure, est en CGI à certains moments, alors que il n'y a pas forcément besoin, il suffisait de mettre Ben Affleck dans son armure et ça passait très bien. Et c'était un petit peu le même problème que j'avais eu sur Man of Steel avec le général Zod, qui aussi, lorsqu'il est dans son armure, se retrouve sur plusieurs plans en CGI, alors qu'il fait aucun mouvement qui doivent être fait numérique, hein, juste il dépasse de façon normale, ça coupe au plan suivant et pourtant il est en CGI, je comprends pas, c'est dommage, ça fait un truc qui attire un petit peu l'œil alors que on pourrait mettre un acteur sous sa forme physique quoi. Bon, cela dit, l'illusion est plutôt bonne quand même dans Batman. Oui, oui, c'est mieux que dans Man of Steel qui a déjà des CGI qui ont un petit peu vieilli. Mais comme je l'ai dit juste avant, j'ai un peu peur que ce film ça soit un petit peu pareil dans les années à venir. Le fait que tout soit en numérique, pas sûr que ça vieillisse très très bien. Et par rapport à la musique est correcte, ni bonne ni mauvaise, ça reste un blockbuster. Juste par moment, à mon goût, elle est un petit peu trop présente, mais ça, c'est parce que je suis un peu tatillon sur ce sujet-là. Ouais, ouais, c'est vrai que la musique, elle a rien de vraiment extraordinaire. C'est Hans Zimmer qui fait encore une fois une partition qui est pas forcément très originale, ni très mémorable. Le seul en fait thème dont on se souvient, c'est en fait celui de Wonder Woman qui, au milieu d'un truc très orchestral, il y a une guitare électrique qui se ramène. Du coup, forcément, on le remarque. Ça fait plutôt classe sur le premier coup. Ça m'a fait penser en fait à la limite. Au début, je croyais que c'était en fait une reprise d'un générique de Wonder Woman, un truc vintage, un petit clin d'œil. Mais ça revient plusieurs fois au cours en fait de la scène où il y a Wonder Woman. Et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu lourd. Une fois ça passait, plusieurs fois c'était un peu plus limite. Mais de façon globale, enfin, le thème en lui-même est le seul dont on se souvient, donc il est pas forcément mauvais. C'est toujours ça. Voilà. Mais sinon, effectivement, la musique de Hans Zimmer n'est pas forcément son travail le plus mémorable. Et ouais, sur le son, j'avais un truc à dire, moi. C'est un truc que je trouve assez classe, que fait beaucoup d'ailleurs Snyder, parce qu'il a déjà fait sur Watchmen notamment. C'est lorsqu'il y a notamment des scènes qui sont censées être très brillantes, des explosions, etc. Et que d'un coup, il coupe le son et il passe en slow motion de façon assez contemplative. Et je trouve ça ultra classe. Je pense notamment à la scène où il y a l'explosion de la bombe dans le tribunal, où juste après l'explosion, on voit Superman au milieu des décombres, en train de regarder autour de lui, le tout en slow motion. Et il y a pas mal de petits plans comme ça qui sont pas mal au niveau sonore et voilà, qui pètent la classe. Mais bon, ça c'est vraiment un gimmick qu'a Zack Snyder et il fait beaucoup dans ses films et là ça marche parfaitement. Ouais, ça, c'est typiquement la patte Snyder que moi j'adore dans tous ses films. Et Snyder aussi, sa patte, c'est aussi de mettre pas mal de symbolisme dans ses films. Et là, encore, il y en a pas mal, avec pas mal évidemment, de symbolisme religieux, avec Superman qui n'est rien d'autre qu'une espèce de Jésus de comics. Et là encore, on le trouve pas mal. Il y a notamment le plan magnifique qu'on avait vu dans la bande-annonce où on le voit avec en arrière-plan en fait le soleil qui fait comme une espèce d'auréole, comme s'il descendait de la lumière. Bon voilà, c'est ultra christique. C'est, c'est limite un petit peu lourd, mais ça passe bien et visuellement c'est magnifique encore une fois. Et côté scénario, on se retrouve avec un film qui est partagé en deux, scindé en deux parties, si je puis le dire. On a une première partie qui est orientée assez thriller, assez politique, entre guillemets, vraiment thriller, comparé à la seconde partie qui est vraiment un film de super-héros assez bourrin avec des scènes d'action, avec les scènes d'action qui vont. Et cette première partie, qui est certainement la plus intéressante à analyser, eh bien, au- sur les premières minutes, moi je vais l'avouer, j'étais un peu perdu au niveau scénar au début, parce qu'on a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte assez rapidement, et c'est dur de faire le tri au milieu de tout ça. Ouais, je suis un peu d'accord. Un petit peu la même erreur que faisait Man of Steel, c'est-à-dire que il veut mettre beaucoup de choses en finalement peu de temps en fait. Ça rush un petit peu, il veut aborder plein de trucs dans son film, et donc du coup effectivement on a un petit peu une sensation il y a une accumulation d'histoires, d'intrigues qui se font un petit peu au début. Après ça va un petit peu mieux vers justement, plus on avance dans le film, plus les, les histoires entre guillemets, les intrigues se délient un petit peu et ça va un petit peu mieux vers la fin quand même. Mais effectivement cette première moitié vraiment en thriller politique, c'est vraiment très couillu de la part de Snyder et de la part des scénaristes. Parce que vraiment, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Le film se prive quasiment de scènes d'action pendant
facilement une bonne heure, il y a quasiment rien. Et ça, vraiment, c'est très couillu et c'est très intéressant. Et surtout que c'est pas pour dire forcément des banalités ou des choses qui sont pas inintéressantes. Donc vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup adoré cette première partie, justement. Je pense d'ailleurs c'est le truc le plus intéressant du film et c'est ce que j'ai préféré. Et la deuxième partie ne fait pas que dans le bourrin, il y a également quelques rebondissements scénaristiques qui sont assez couillus, notamment la pseudo-mort de Superman, puisqu'il ne meurt pas, parce que sur le dernier plan du film, eh bien, on nous laisse comprendre qu'il ressuscite de sa tombe. Et ça, j'ai trouvé assez dommage. Ce parti pris de faire mourir un héros comme dans Watchmen pour Rorschach, c'était, qui mourait à la fin, et m'a beaucoup plu dans Batman vs Superman. Et c'est dommage parce qu'il ne meurt pas réellement. Le film aurait vraiment dû s'arrêter sur une mort de Superman, quitte à le faire vivre dans le prochain film. Ouais, ne pas révéler qu'il est toujours vivant à la fin de celui-ci, à la rigueur, laisser les gens dans l'expectative, quoi. Ouais, c'est dommage. Je me suis dit, Snyder porte ses couilles un petit peu, il est pas sur la table. Et au final, j'ai l'impression qu'il y a une petite réclamation des maisons de production derrière qui n'ont peut-être pas apprécié cette fin que Snyder avait donnée. Donc, est-ce que c'est vraiment une décision venant de lui, je sais pas, ou de ses producteurs, je sais pas, mais c'est dommage cette fin. Bah, si pour te répondre, il me semble que il va y avoir une version rallongée de 30 minutes, la director's cut entre guillemets. Du coup, peut-être qu'il va y avoir quand même pas mal de choses qui ont changé. Je pense que le montage de Snyder a été un petit peu retouché par effectivement ses producteurs. Charcuté, j'irai pas jusque-là, mais retouché, peut-être, même sans doute. Et dans ce film, on a également une vision assez énigmatique qu'a Batman, qui se met un petit peu en mode Mad Max. C'est un petit peu d'ailleurs quelque chose d'assez traditionnel chez Snyder, qui adore faire ce genre de vision un petit peu au milieu d'un film, il y a toujours ces héros qui ont des espèces d'hallucinations. Mais celle-là, elle n'atteint pas quand même le ridicule de Man of Steel. Man of Steel, c'était assez hilarant parce que c'était une vision qui en fait se passait dans la vraie vie parce qu'en fait le méchant et le héros discutaient dans la vision. Enfin, c'était n'importe quoi. Là, on n'est clairement pas dans quelque chose de comme ça. On est sur une vision pure et simple. Et c'est quelque chose qui est quand même plutôt stylé, mais on sait pas trop ce qu'elle vient foutre là, non? C'est vrai, sur le coup, cette vision m'a assez dérangé parce qu'elle est amenée assez brusquement et du coup, on est un petit peu dans la confusion. Cela dit, cette vision amène à une scène qui est splendide. On se retrouve devant un George Miller. La photo ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Mad Max. On est dans une vision dystopique de Metropolis, de Gotham, où on voit un Batman dans un désert aller chercher du Krypton, je crois que c'était. De la De la kryptonite. Kryptonite, Oui. pardon. Et cette scène était magnifique. C'est dommage que cette scène ait été amenée de façon aussi abrupte, j'ai envie de dire. Et du coup, au début, on était un petit peu dans la confusion. Mais bon, ça nous a quand même donné une super scène. Et rien que pour ça, je m'incline. Alors, après quelques recherches sur la toile, je peux te dire que quand même cette scène n'est pas là par hasard. Elle est un petit peu. Elle nous a prêté à confusion parce qu'on n'est pas forcément des maniates, des fanats de comics. On les lit pas les comics, on n'est pas des connaisseurs. Et en fait, cette scène est là pour en fait nous introduire, je pense, des choses qui vont revenir dans les films suivants. Ça fait partie de ces indices qu'il y a tout au long du film sur les prochains films qu'il va y avoir. Parce que peut-être spoiler alerte, est-ce que tu veux l'entendre ce que je vais te dire? Parce que j'ai fait quelques petites recherches, il y a quelques indices en fait dans cette scène qui nous font entrevoir le futur grand méchant du DC Universe. Vas-y, balance. Alors, le plan justement large que tu louais pour sa beauté, on voit que sur le désert, il y a un oméga qui est tracé en fait dans le désert. Oméga qui correspond qui est un signe symbole qui est utilisé par un méchant de DC Comics qui s'appelle alors pour la prononciation je suis pas sûr de ce que je vais dire mais c'est Darkseid, voilà. Et également dans la scène de combat dans cette vision également on a des espèces de bêtes ailées qui attaquent Batman et les gars qu'il est autour de lui, et ces bêtes ailées sont également des espèces de sont les soldats en fait de ce Darkseid. Du coup, on s'orienterait vers ce grand méchant pour le DC Cinematic Universe. Donc big spoiler là, hein, attention. Information à prendre à des pincettes quand même, parce que c'est une vision qui est apportée par Flash. Vision dystopique où on a du mal à imaginer l'avenir DC Comics dans les films en mode Mad Max quand même. Mais d'ailleurs, parlons-en en fait de ces espèces d'indices qui sont placés tout au long du film pour introduire les films suivants. Des indices qui sont d'ailleurs parmi les choses qui sont beaucoup reprochées au film. Il y en a qui sont plutôt bien placés, j'ai trouvé, et puis d'autres qui sont effectivement un petit peu lourdeaux. Oui, les futurs personnages des DC Comics comme Flash, Aquaman, qui c'est qu'il y avait d'autres déjà? Il y a Cyborg et il y a Wonder Woman. Oui, Cyborg et Wonder Woman. Bon, Wonder Woman qui a un rôle déjà dans ce film-là. Voilà.
sont plus ou moins bien introduits, ça dépend des personnages. Perso, Flash, j'ai trouvé qu'il était pas très bien introduit parce qu'il arrive comme ça, et si on n'est pas vraiment un fan de DC Comics, ben on sait pas trop qui c'est, et qui c'est ce mec qui est dans un tourbillon, qui apporte des visions. C'est parce qu'en fait, il voyage à travers le temps. Et donc, ce personnage est assez mal introduit. Les autres, cependant, sont plutôt bien introduits parce qu'ils sont durant une enquête que réalise Ben Affleck, qui est durant pour la première partie du film. Ouais, effectivement, justement, l'introduction de ces autres, entre guillemets, ils appellent ça des méta-humains, un truc comme ça, dans le film, de ces autres méta-humains, est vraiment bien faite parce qu'ils sont vraiment incorporés à l'histoire. Effectivement, comme tu dis, le Flash, il arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, là, et aussi celui qui arrive un petit peu un cheveu sur la soupe, c'est justement, en fait, ce mystérieux gros méchant que Lex Luthor, à la fin, dans sa cellule, décrit en long, en large, en travers, en disant «ça arrive», etc. C'est pas forcément très finaux. Et d'ailleurs, on va pouvoir commencer à s'intéresser aux personnages en eux-mêmes, notamment celui qui fait un petit peu le buzz, c'est Batman. Ce qui est fort étonnant, parce que d'habitude, les gens n'aiment pas du tout le jeu d'acteur de Ben Affleck, bon, ce qui est compréhensible dans certains films, mais moi, personnellement, j'ai jamais été trop dérangé par cet acteur. Au contraire, j'ai trouvé même de bonnes performances dans sa filmographie, comme dans The Town, par exemple. Récente Et surtout. Ça- oui, c'est vrai que ses meilleures performances sont assez récentes. Mais Ben Affleck, c'est pas un mauvais acteur, c'est un acteur qui a fait des très mauvais choix de carrière, c'est surtout ça. Oui, c'est vrai, on passe notamment à Daredevil, mais bon, c'est Ben Affleck donc, qui s'est déjà attelé au rôle de super-héros dans Daredevil, et Bella est très convaincant dans Batman. Ouais, c'est un petit peu le seul point sur lequel les critiques accordent quelque chose de positif au film, et effectivement, ouais, Ben Affleck, très très bon Batman, et moi j'ai presque envie de dire que ça l'est pas encore, mais c'est en devenir le meilleur Batman qu'on aura vu au cinéma, parce que auparavant, les Batman, ça n'a jamais été transcendant. Beaucoup de gens parlent de Christian Bale. Moi, à aucun moment dans les films de Nolan, c'est Christian Bale qui m'intéressait. C'est à chaque fois en fait dans les films Batman, la qualité du film dépendait en fait du méchant. C'est plus le méchant était bon en fait, plus le film était bon. Batman en fait a toujours été en fait un héros qui était supplanté par ses méchants, par le Joker, par Bane. Et là, pour une fois, Batman est un vrai personnage qui va nous intéresser et c'est pour ça que je pense que c'est en devenir un très très bon personnage et j'attends vraiment de voir la suite de ce personnage. C'est vrai que Christian Bale a apporté un côté assez tourmenté, assez névrosé. Bon, j'irai pas jusqu'à la névrose, mais c'était un côté assez, oui, assez tourmenté de Batman, notamment à cause de son passé où il perdait, on le voit perdre ses parents. Et la bonne idée du film, c'est que l'assassinat des parents de Wayne se déroule durant le générique. Comme on le sait déjà, on n'est pas obligé de revivre à nouveau des scènes qui nous montrent un petit peu ce côté si particulier, enfin c'était l'histoire si particulière de Bruce Wayne. Bah, une histoire que tout le monde connaît puisqu'on l'a déjà vu dans trois films Batman, quelque chose comme ça. Donc le répéter encore une fois, c'est voilà, au bout d'un moment on le sait. Et comme tu dis, ouais, il y a une certaine lassitude en fait du côté de Batman parce que tout simplement le film pose l'idée qu'en fait ça fait déjà 20 ans que Ben Affleck fait ça, fait que Bruce Wayne et Batman, ça fait 20 ans qu'il combat le crime et on voit en fait que euh, il a une certaine lassitude, il est épuisé en fait par cette lutte qui dure depuis 20 ans. Et si j'ai un tout petit reproche à faire, c'est, ben, je sais pourquoi elles y sont pas, c'est d'avoir peut-être quelques scènes justement où on ressent cette lassitude de Batman, c'est des scènes où on le voit épuisé, complètement découragé par le fait qu'en 20 ans, à chaque fois qu'il éliminait un criminel, il y en avait d'autres qui le remplaçaient. J'aurais aimé voir ces scènes où on voyait justement Bruce Wayne être sûr de sa mission, mais en même temps douter de son efficacité. Et ces scènes, elles sont pas là parce qu'il y a énormément de choses à raconter dans le film, et donc du coup, ils n'ont pas eu le temps de les mettre. Je suppose que c'est ça comme ça. Et c'est un petit peu dommage. Mais ça reste quand même un très très bon Batman. En ce qui concerne Clark Kent, Superman, bah, il est assez convaincant. Il faut dire qu'il a un rôle bien plus lisse que Batman, et pourtant le scénario, mais il lui accorde quand même quelques rebonds scénaristiques qui sont assez intéressants à analyser. Ouais, mais de façon globale, Superman est un personnage ultra lisse. Donc c'était logique que face à Batman, il fasse pas forcément le poids. Même si là, il est quand même plutôt pas mal. Encore une fois, je pense qu'il faut féliciter Nolan qui a réussi à en faire un personnage intéressant, ce qui n'était pas vraiment gagné vu le matériel d'origine. Et par contre, le seul point négatif au niveau des personnages, ça sera sur le personnage secondaire au final, qui est le méchant principal du film. C'est assez contradictoire ce que je viens de dire, et pourtant, c'est Lex Luthor qui est, à mon sens, pas très convaincant.
je sais pas si c'est l'interprétation de l'acteur qui Jesse Eisenberg de mémoire, qui rend ce personnage peu convaincant ou pas. Moi, ce que je lui reproche, c'est un côté beaucoup trop Joker. Ouais, je suis d'accord. Heisenberg joue un fou, comme le Joker, quoi. Donc, du coup, la différenciation est pas forcément très évidente entre cet Heisenberg-là et un petit peu le Joker qu'on avait par exemple, de Heath Ledger, quoi. Enfin, ça ressemble vraiment à un Joker. C'est un mec Heisenberg est pas très bon parce qu'il surjoue à mort, il cabotine comme un fou en ayant des tocs, des tics, etc. Enfin, c'est, je, C'est lourd. oui, C'est un peu voilà. lourd. En fait, c'est pas le fait que Heisenberg soit un mauvais acteur, c'est l'idée qu'ils ont eu de faire de ce personnage un fou. C'est ça qui est la mauvaise idée. Alors par contre, j'aime bien son plan, qui est plutôt intelligent, plutôt malin, et on voit bien le côté manipulateur qu'a le personnage des comics, Lex Luthor à l'origine, qui est un espèce d'un mec très très intelligent et très manipulateur, et là ça l'illustre parfaitement. Voilà, c'est le bon côté du personnage, le seul j'ai envie de dire. Et Lois Lane, qui est interprétée par la génialissime Amy Adams, n'a pas un rôle aussi important que dans Man of Steel. Elle est assez présente dans le début du film parce qu'elle a des scènes où elle joue un rôle clé. Et la seconde partie du film, donc qui est orientée plus action, forcément, elle meuble un petit peu certains événements. Ouais, mais là c'est un problème au niveau de l'écriture du personnage, c'est que voilà, on en fait un personnage qui en effet est un acteur de la première partie pour en fait finalement plus avoir grand chose à lui faire faire dans la seconde. C'est vraiment dommage. Et moi je pense d'ailleurs que cette relation avec Lois Lane, ça fait partie des choses qui a en trop pour l'instant dans l'histoire du Superman. C'est quelque chose qu'on aurait pu alléger à la fois de ce film et à la fois de Man of Steel, et qui aurait sans doute permis de faire des films avec des scènes supplémentaires dont le film a besoin, parce qu'il y a certains événements, à la fois Man of Steel et à la fois ce film, certaines scènes qui auraient mérité d'être là en plus, et d'autres qui auraient été méritées d'être plus longues, pour qu'on puisse bien cerner tout ce qui se passe et avoir un peu plus de profondeur dans l'histoire. Moi, en fait, l'amourette entre Lois Lane et Superman, je trouve elle est là trop tôt, et en fait, elle dessert en fait tout le reste du film. À la rigueur, la mener dans des films suivants, où on aurait eu plus de place pour justement l'aborder plus en profondeur que là où c'est juste en fait elle est là mais en plus la romance elle est survolée assez impressionnant dans le film Man of Steel. Enfin voilà, il tombe amoureux en 2-2, voilà, on n'y croit pas du tout quoi. Je pense qu'ils continuent à s'amuser dans cette romance parce qu'ils veulent s'appuyer sur les talents d'Amy Adams, qui est quand même une actrice très talentueuse et très connue. Du coup, ils cherchent à attirer le potentiel qu'elle a. C'est pour ça qu'on lui consacre quelques scènes et ça marche pas forcément puisqu'elle n'a pas le temps de s'exprimer tout simplement. Donc c'est vrai que cette romance est un peu en trop. Bon, il faut quand même Lois Lane parce que Lois Lane, ça fait partie de Clark Kent. Donc elle est là. Elle est là, voilà, c'est le bout, elle est là. Ouais, c'est dommage qu'en effet qu'ils se sentent obligés de la mettre de la sauce fait pour voilà, ils puissent pas faire un Superman sans Lois Lane, c'est dommage. Et l'autre personnage féminin du film, c'est tout simplement Wonder Woman, qui j'ai trouvé était à la fois très bien interprétée et surtout très très bien introduite au niveau du film, justement parce que c'est un personnage qui est assez mystérieux, dont on sait très peu de choses, et j'ai envie de dire, c'est très très bien, parce on a déjà l'origin story à faire de Batman dans ce film. Si en plus on avait dû faire celle de Wonder Woman, ça aurait été beaucoup trop. Donc là, c'est tant mieux, beaucoup de mystère. Et on a envie d'en savoir plus sur le personnage. Voilà, il nous garde beaucoup de choses dans l'ombre. Et c'est tant mieux, on en saura plus justement dans le film Wonder Woman qui est prévu, il me semble. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait justement qu'il reste en retrait et qu'il soit pas complètement dévélé dès ce premier film. Ici, Clark Kent a toujours Lois Lane à côté de lui, et bien Bruce Wayne a toujours forcément Alfred à ses côtés. Et cette fois-ci, Alfred est inutile. C'est triste à dire, mais il est assez inutile. Il a déjà très peu de scènes de parole, et l'essentiel de ces scènes, il les passe derrière un écran à contrôler des drones ou à donner des renseignements à travers l'oreillette à Bruce Wayne. Après, les rares scènes où il est, elle marche très bien. Il a plutôt un humour qui marche plutôt bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas besoin de mettre un Jeremy Irons dans ce rôle. Enfin, c'est un rôle tertiaire. Mais je pense qu'il est très peu présent parce qu'on n'est pas dans un film Batman. On est dans Batman versus Superman. Si on était dans un film que sur Batman, il y en aura un, je pense, réalisé d'ailleurs par Ben Affleck. C'est ce qui est prévu en tout cas. Je pense que là, ce personnage prendra beaucoup d'importance et que c'est là qu'on le verra vraiment. Là, en fait, c'est voilà, Jeremy Irons a signé son contrat
les 4 films à venir d'ici Comics qui seront où il y aura Batman, enfin, je suppose un truc comme ça. Et là, il est juste là pour montrer que ça sera lui dans les films à venir, Alfred. Oui, de toute façon, il est déjà annoncé dans le prochain reboot de Batman, prévu pour novembre 2018. En ce qui concerne Doomsday, la créature qui nous offre une très bonne scène finale d'action, bah, elle n'a rien d'original en soi. Son pouvoir, c'est de se nourrir de toute énergie, justement, de toute arme présente sur Terre, et ça la rend plus forte à chaque fois qu'elle se fait attaquer. Seule la kryptonite est là pour la vaincre, donc bon, c'est rien de bien original, ça marche toujours, cependant, ça donne une bonne scène. Et pour ceux qui disent qu'il ressemble au troll du Seigneur des Anneaux, bah, effectivement, mais c'est le troll du Seigneur des Anneaux, mais en bien fait au niveau des CGI. Ça fait une grosse différence déjà. Il y a pas mal de critiques sur le film qui se concentrent d'ailleurs sur Doomsday pour dire que le film est mauvais, sachant que Doomsday c'est quand même un méchant qui intervient quoi à 20 minutes de la fin du film. Je trouve ça un peu gros de condamner les 2 heures qu'on a eu avant juste parce que le méchant ne convient pas à telle ou telle personne à la fin du film. Alors c'était un méchant qui allait sûrement faire de la controverse puisque bah, Doomsday c'est un méchant qui est mythique des comics d'ici, donc forcément tous les fans hardcore de comics allaient gueuler non, il a pas ce design dans ce tel numéro du comics, mais bon, on a ce genre dans les comics, quoi qu'il arrive, quand on fait un méchant ou quand on fait un super-héros, quoi qu'il arrive, on va faire des mécontents parce qu'il y a tellement de versions et tellement de fans de différents comics que ça va jamais correspondre à tout le monde. D'ailleurs, méchant qui n'est réduit qu'au simple fait d'être uniquement une arme de Lex Luthor, tout Ouais, simplement. tout à fait. Ce qui d'ailleurs correspond pas vraiment à ce qu'il est dans les comics, du coup, ça doit encore plus faire énerver certaines personnes. Ouais, du coup ça gueule, mais moi je trouve que ça passe bien dans le film. Mm. Et je suis là pour juger le film. Et juste avant de passer aux notes, il y a eu un petit caméo dans le film. Je sais pas si tu l'as remarqué, toi, Fred. Moi, je l'ai remarqué. C'est dans la scène d'introduction, justement, pendant le générique. Parce que le père de Bruce Wayne est joué par Oui, Jeffrey Dean Morgan, exactement. alias le comédien dans Watchmen. Ouais, Et d'ailleurs, il n'est pas du tout crédité au générique, donc je pense que c'est un vrai caméo, avec une moustache, là, comme ça. ouais, c'était très marrant. Bon, il fallait voir là quand même, mais bon. Donc comme tu l'as dit, on passe aux notes. Pour moi, ce sera un... Ouais, j'hésite encore, mais ça sera un bon 6. Un bon 6. J'attends de revoir le film peut-être pour le noter même un petit peu plus. J'attends de le voir tout simplement sans la 3D qui était assez dégueu. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Moi, j'ai pas trop aimé la 3D, mais bon, ça c'est comme la 3D dans tous les films, hein. Elle n'est pas du tout, quand elle n'est pas immersive, elle est affreuse. Oui, Donc enfin, j'attends de le revoir pour le réévaluer à la hausse certainement. Mais pour l'instant, ça sera un 6 sur 10. la 3D, c'est pas un truc un problème qui vient du film, c'est un problème qui vient de la 3D directement. C'est que la 3D, ça dégrade l'image, Oui, 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 c'est pour ça. ça a rendu dégueulasse, quoi. Bah, de mon côté, j'ai beaucoup hésité. Au début, je pensais, mec, 5 sur 10. Mais plus je repense à ce film et plus je l'aime, et justement, plus ça m'hallucine de voir des critiques aussi négatives de tous les côtés. Donc moi, je vais mettre comme toi un 6 sur 10. J'ai vraiment aimé le film finalement. J'ai trouvé que c'était quelque chose de totalement différent de Marvel. C'est quelque chose qui propose des thèmes, qui propose des réflexions que jamais ne pourra proposer Marvel. Et je trouve que ce Comics Universe là va devenir potentiellement quelque chose de plus intéressant, je pense, que Marvel. Marvel, ça va se réduire à du popcorn movie, qui va être plaisant à regarder quand ça va être bien fait, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Tandis que DC Comics va pouvoir vraiment nous apporter des films qui vont être plus profonds, et je pense que justement, moi, je suis plus hypé maintenant sur les DC Comics, les films DC Comics à venir, que sur ceux des Marvel. C'est vous dire, en seulement 2 films. C'est clair qu'ils sont clairement moins aseptisés que les blockbusters Marvel, et je pense que ça vient surtout du choix des réalisateurs. Et puis d'ailleurs, le prochain DC Comics qui va sortir, c'est Suicide Squad, et Suicide Squad, c'est réalisé par qui? Par David Ayer, D'ailleurs. qui est un vrai réalisateur. Parce que j'ai regardé avant de faire, donc qu'on enregistre, j'ai regardé la liste des réalisateurs qui avaient réalisé des films pour Marvel. Il n'y a pas un seul bon réalisateur. Il y a des bons scénaristes parmi les réalisateurs, mais il n'y a pas un seul bon réalisateur qui a réalisé un film Marvel. Ouais, C'est assez désolant. c'est pour ça qu'on se retrouve avec des films sans goût. À part Deadpool qui se dénote et les Gardiens de la Galaxie, encore grâce à sa musique, qui se détache un petit peu des autres Marvel. Le reste, c'est complètement aseptisé, c'est du vu, revu et encore revu. Et franchement, moi, je soutiens à mort DC Comics sur leur prise d'initiative un petit peu sur l'univers des super-héros, et les films qui nous montrent sont pour l'instant plein d'idées intéressantes à analyser. Peut-être pas toujours bonnes, certes, mais au moins ils tentent des choses, et on peut les remercier rien que pour ça. On les félicite juste rien que pour cette prise de risque. Et c'est sur ces quelques derniers mots que s'achève la critique. Elle a duré certainement un petit peu de temps, on verra ça au montage.
On se retrouve très rapidement pour un nouveau concept de vidéo. On vous parlera tout simplement des films qu'on a vus au cinéma, mais dont on n'a pas consacré un débrief entier dessus. Donc ce sera une analyse moins précise que pour un débrief. Mais bon, j'espère que ce petit concept vous plaira. Et on vous dit certainement à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ce sera prévu pour la fin du mois, c'est sûr. En attendant, portez-vous bien. Salut! Ciao!